le plaisir et l'honneur d'accueillir le docteur Xavier Pomereau pour nos échanges de l'après-midi. Monsieur Pomereau donc, est psychiatre, médecin psychiatre et praticien hospitalier, spécialiste de l'adolescence en difficulté. Il a ouvert la première unité hospitalière française dédiée aux jeunes suicidaires en 1992 au centre Jean Abadie de Bordeaux. Il a créé également une unité spécialisée dans la prise en charge des jeunes souffrant de troubles des conduites alimentaires à la clinique Béthanie de Talence. Et le docteur Pomereau donc, a une activité également en libéral. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont certains sont ici, mais pas tous. L'adolescence suicidaire chez Duno, Ado en vrille, mère en vrac en poche. Quand l'adolescent va mal chez Lattès, Le goût du risque à l'adolescence chez Albin Michel et Ado à fleur de peau chez Albin Michel également. Alors, le thème de sa conférence c'est « Je ne voulais pas mourir, je voulais me tuer ». On a jusqu'à 15h30, donc ça permet d'avoir un temps de présentation et un temps d'échange avec vous. Docteur Pomereau. Bonjour, merci d'être avec nous. Si vous en êtes d'accord, on va procéder en deux temps. Je vais d'abord faire un petit exposé et puis j'espère que vous aurez des questions, des commentaires, des précisions ensuite à demander sur un sujet qui est devenu encore plus d'actualité depuis la crise sanitaire de la Covid. Puisque malheureusement, jusqu'en 2019, les chiffres du suicide avaient plutôt tendance à baisser, en termes de mortalité notamment. Mais depuis la crise sanitaire de la Covid, on a vu par contre réaugmenter les actes suicidaires, à la fois en termes de mortalité et aussi en termes de morbidité, notamment chez les jeunes filles. Chez les 11-17 ans, on a observé depuis le premier confinement une augmentation importante des tentatives de suicide. Alors pour qu'on se mette bien d'accord sur les termes, on entend par le mot suicider des personnes qui sont décédées par suicide, les personnes qui ont tenté de se suicider mais qui sont rescapées, on les appelle des suicidants. Et les personnes qui pensent au suicide ou qui ont des comportements à risque pouvant être considérés comme un peu délibérés, on les qualifie de suicidaires. Donc là, vous voyez bien que dans la catégorie suicidaire, il y a des personnes qui vont à la fois être celles qui ont des pensées suicidaires et puis d'autres qui n'ont pas forcément conscience qu'en prenant des risques, elles mettent leur vie en jeu. Alors, quand on examine d'abord si vous voulez, le panorama général, on s'aperçoit d'abord que ça tue beaucoup de gens, puisque le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Et la deuxième chose qu'on doit constater, c'est que il y a une grande différence en termes de mortalité par suicide entre les hommes et les femmes, parce que les hommes utilisent préférentiellement des méthodes extrêmement létales, la pendaison et l'arme à feu étant malheureusement à l'origine de 7 décès sur 10 parmi les personnes qui se suicident. Et la troisième modalité, c'est le saut d'une hauteur, qui est, lui, plutôt féminin, mais l'essentiel de la mortalité est masculine, dans la proportion actuellement à peu près de au moins 2/3 à 3/4 des décès par suicide chez les jeunes sont le fait d'hommes. Et c'est vrai, quelles que soient les tranches d'âge, aussi bien chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? Il y a cette différence, non pas parce que les hommes sont plus décidés que les femmes, c'est parce que les hommes
lorsqu'ils imaginent en finir avec la vie, ont besoin de se représenter quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement radical, pendu donc, au bout d'une corde ou en se tirant une balle dans la tête, des méthodes qui sont donc extrêmement violentes et qui du coup sont majoritairement masculines, alors que les femmes ont tendance plutôt, elles, à imaginer une mort douce en s'endormant, en prenant des comprimés, notamment. Et du coup, il y a plus de suicidants, c'est-à-dire de personnes qui ont tenté de se suicider chez les femmes, alors qu'il y a plus de décès par suicide chez les hommes. Alors c'est vrai à tous les âges, mais ce qu'on voit quand même, c'est que plus les femmes prennent de l'âge, plus elles prennent les mêmes méthodes que les hommes, et donc en augmentant en âge, elles se pendent aussi, elles utilisent éventuellement l'arme à feu et notamment le saut d'une hauteur, la précipitation. Ça, c'est un aspect qui est important à avoir en tête. Il n'y a pas de différence en termes de mal-être, c'est les modalités qui sont différentes. Et les femmes, quand elles prennent des médicaments, c'est des médicaments qui visent la tête. Elles prennent surtout des calmants, des anxiolytiques, des médicaments psychotropes, ou alors des médicaments pour lutter contre la fièvre, et notamment le paracétamol, qui par ailleurs présente des dangers très importants sur le plan du foie. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est, depuis le début de la crise sanitaire, c'est une forte augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes femmes, donc par médicament, avec donc beaucoup plus d'accueil dans les services de médecine d'urgence et de réanimation qu'auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui pense au suicide? Il y a 3 choses à avoir en tête pour comprendre un petit peu les ressorts de l'acte suicidaire. La première chose dont toutes les personnes ont conscience, c'est qu'elles veulent faire cesser un état de souffrance intérieure qui leur est intolérable. Majoritairement de la souffrance psychologique, mais ça peut être aussi de la souffrance physique. Et bien sûr, les deux peuvent être associés. Donc la première chose, tout le monde est d'accord sur cette idée-là, c'est « je ne vais pas bien, c'est intolérable, ma souffrance, je ne peux plus faire avec, donc je décide de faire cesser ma souffrance ». Ça, c'est une première donnée qu'il faut avoir en tête. Le besoin de rompre, le besoin de rupture. La deuxième chose, qui est également consciente dans la tête des personnes qui pensent au suicide, c'est, je ne dis pas, espérons que j'attrape une maladie ou que j'ai un accident pour en finir avec la vie, c'est moi qui prends mon destin en main, c'est moi qui agis quelque chose pour faire cesser ma souffrance. Et donc, il y a la volonté de prendre en main son destin, d'agir pour faire cesser sa souffrance. Ces 2 paramètres sont complètement conscients. Tous les suicidaires sont d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Là où ça se complique, c'est le 3e paramètre. Parce que le 3e paramètre, il comporte de l'ambiguïté. Il y a des jeunes gens qui veulent faire cesser leur souffrance, veulent prendre la main sur leur destin, mais qui n'ont pas forcément pour objectif de mourir. Ces personnes peuvent avoir pour objectif d'en finir avec la souffrance momentanément, provisoirement, avec le secret espoir que les personnes qui les entourent et qui les aiment vont réaliser
pendant leur blackout, leur période de coma médicamenteux, qu'elles souffraient, et ces personnes donc espèrent des remaniements affectifs sans avoir visé la mort. Mais parmi ces personnes-là, certaines vont avoir eu envie en effet de dormir, mais en avalant des cachets, des anxiolytiques, et en ayant la nausée au moment où elles vont perdre conscience, elles vont peut-être se vomir sur elles et inhaler le contenu de leur vomi, et en réalité décéder. Et donc, elles ne voulaient pas mourir, et elles vont trouver la mort alors même qu'elles visaient le sommeil. Ça, c'est une catégorie. Une deuxième catégorie dans ces personnes-là encore, c'est de viser la mort, donc d'imaginer que les comprimés vont les tuer, et en réalité, de tomber dans le coma, mais d'avoir une personne ressource qui va les découvrir à temps, qui va les sauver en appelant les secours et en les amenant en réanimation. Et donc ceux-là étaient des candidats à mourir, et ils vont se retrouver rescapés parce que, notamment, quelqu'un va venir les sauver. Il y a encore une troisième catégorie, toujours dans cette catégorie-là, c'est des personnes qui se mettent devant elles des médicaments supposés pouvoir les tuer, qui vont avaler les médicaments, et tout de suite après réaliser, une fois qu'elles ont ingurgité les médicaments, qu'elles viennent de s'empoisonner, et elles passent en quelque sorte de l'autre côté de la barrière, et là, c'est elles-mêmes qui vont appeler les secours en disant je viens d'avaler des comprimés, venez me sauver. Et malheureusement, on va souvent interpréter que ces gens-là n'avaient pas la vraie volonté de mourir, mais que donc il y avait de la manipulation, du chantage, où on va souvent trop de personnes vont penser des choses comme ça, alors qu'il faut quand même se rappeler que la qualité principale d'un maître chanteur, c'est de se cacher, de rester dans l'ombre et de faire chanter les gens à partir de leurs photos compromettantes ou de leur comportement compromettant, alors que là, les personnes se mettent en danger elles-mêmes, s'exposent à mourir, mais avec en effet le réflexe, pour certaines, d'appeler les secours alors même qu'elles avaient une minute auparavant envie d'en finir. Donc ça constitue déjà, si vous voulez, une catégorie donc de gens qui ont, vis-à-vis de l'objectif du suicide, une vue très ambivalente, très ambiguë. Il faudrait ajouter qu'il y a aussi des personnes qui, en utilisant une méthode létale, comme par exemple l'arme à feu, vont, au moment d'introduire l'arme dans la bouche, par exemple, pour se tirer une balle dans la tête, vont avoir, au moment même où elles vont appuyer sur la détente de l'arme, un geste de recul qui va faire qu'elles vont se détruire la face, mais qu'elles vont survivre. Et il y a toutes les semaines des malheureux qui arrivent à l'hôpital Pellegrin dans ces conditions-là, après être des rescapés, mais d'une blessure extrêmement importante. Mais dans cette deuxième catégorie de gens qui veulent utiliser des méthodes létales et qui donc ne veulent pas laisser le choix au destin de les laisser en vie ou pas, mis à part ces gestes de recul, ce sont des gens qui vont donc décider réellement qu'elles vont en finir avec la vie. Et donc elles vont choisir la pendaison ou l'arme à feu ou la précipitation d'une hauteur. Le problème, c'est que un certain nombre de ces personnes n'ont pas conscience que leur objectif est en fait d'en finir avec cette vie-là, d'en finir avec ce corps-là,
point de suspension pour exister d'une autre manière. Et en réalité, pour exister aux dépens de ceux qui restent, en occupant à jamais leur mémoire. Ce qui est probablement le ressort le plus terrible de l'acte suicidaire. Je me défais de la vie, de ma vie d'aujourd'hui, je rends en quelque sorte mon corps, mais en le faisant, j'ai le secret espoir d'exister autrement, dans une autre vie, en occupant la mémoire de ceux qui restent. Et cette existence, cette revendication identitaire à titre posthume, elle est malheureusement réelle, puisque les endeuillés par suicide, l'entourage de ces gens, vont en effet éprouver pendant très très longtemps de la culpabilité qui fait survivre à leurs dépens le décédé. Et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de m'occuper d'un grand nombre de parents qui avaient perdu leur adolescent décédé par suicide. Quand on parle de faire le deuil du décès de quelqu'un, il faut savoir que le deuil par suicide est extrêmement long et extrêmement douloureux et compliqué, précisément parce que l'un des ressorts de cet acte, c'est de continuer à exister dans la mémoire de ceux qui restent, en quelque sorte de devenir une sorte de mort-vivant qui existe dans la tête des proches, qui ne vont pas cesser de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû voir, qu'est-ce qu'on a raté. Enfin, ils vont constamment se poser des questions sur les raisons pour lesquelles leur enfant, par exemple, a voulu mettre fin à ses jours. Et c'est le sens, ce qui nous a, avec mon équipe, a mis sur cette piste-là, c'est le titre de mon exposé qui a été un jour écrit par une de nos patientes sur le mur d'Abadi, où elle avait marqué « Je ne voulais pas mourir, je voulais juste me tuer ». Et donc vous comprenez maintenant ce que veut dire cette expression. Je ne voulais pas mourir, c'est-à-dire je ne voulais pas me dissoudre dans le néant, je voulais juste me tuer, c'est-à-dire en effet mettre fin à cette vie-là, rendre ma corporéité, rendre mon corps, mais espérer exister autrement, notamment donc en occupant la tête de ceux qui restent, ce qui malheureusement est tout à fait manifeste, puisque, comme je vous le disais, les personnes endeuillées par suicide sont très très longtemps polluées, en quelque sorte, par le fantôme du défunt qui occupe leur tête. Ça, c'est quelque chose qu'il faut donc vraiment savoir, parce que ça rend compte, si vous voulez, d'un aspect humain qui est que, en fait, en tant qu'humain, on ne peut pas avoir la volonté de mourir. On peut avoir la volonté de faire cesser quelque chose, on peut avoir la volonté de rompre avec quelque chose, la volonté de plus souffrir, et donc la volonté de se tuer, mais pas la volonté de mourir au sens de disparaître à jamais dans le néant. On est, pour des raisons probablement de sauvetage de notre espèce, dans l'incapacité de penser notre propre mort autrement qu'avec du vivant. C'est probablement aussi le sens pour lequel ce qui nous distingue des singes notamment, même les singes supérieurs, c'est quand même, en dehors du langage, d'avoir la capacité à enterrer nos morts, à honorer nos morts, c'est-à-dire à pratiquer un certain nombre de rites qui, d'une manière ou d'une autre, maintiennent vivant la personne qui est décédée, dans la mémoire de ceux qui restent. Ça, c'est absolument fondamental pour, du coup, en termes de prévention, essayer d'intervenir à temps avant que quelqu'un ne se suicide. Et donc,
ce qu'on va souvent observer, c'est qu'avant d'en arriver à penser au suicide, les candidats au suicide, notamment chez les jeunes, vont pratiquer des conduites de rupture pour rompre avec leur souffrance. Et pas d'une manière radicale encore, pas d'une manière terrible en se débarrassant de leur vie. Ces jeunes gens vont pratiquer des conduites de rupture qui, au sens propre ou au sens figuré, vient dire je n'en peux plus de telle situation et donc j'essaie de m'en extraire en rompant avec quelque chose. Et la rupture va s'exprimer au sens propre ou au sens figuré. Alors une des premières manières de rompre, c'est de se casser, comme disent les jeunes, c'est-à-dire de faire une fugue, de rompre avec le mode de vie pour essayer de faire disparaître sa souffrance. Mais ça peut être aussi, et notamment chez les garçons, de casser des choses, de casser des objets, de pratiquer des actes de vandalisme, de se bagarrer, comme si, à travers ces différentes conduites de rupture, le sujet trouvait une identité tolérable. Ça peut être aussi en se coupant complètement de l'entourage, en refusant d'être en relation avec les autres, en pensant qu'en se privant des relations avec les autres, ça allait faire cesser la souffrance. Mais se couper, c'est aussi au sens propre se scarifier, se faire des automutilations, c'est-à-dire avoir en tête, si vous voulez, que c'est ce que disent la plupart des personnes qui s'automutilent, que cette souffrance qui est indicible qu'ils ont dans la tête, qui est intolérable, elles vont l'exprimer au sens propre sur leur peau pour à la fois rendre témoignage de leur souffrance intérieure, mais aussi pour marquer quelque chose qui va donner une forme à leur souffrance, alors que dans la tête, la souffrance n'a pas de forme. Elle est diffuse et non représentable. Alors que là, en se faisant mal, en saignant, la personne donne une figuration, une représentation de sa souffrance. Notamment, et puis le fait de se soulager, de dire je fais sortir, je me purge en quelque sorte de ma douleur. Mais c'est aussi l'abus d'alcool et de drogue, là encore, pour rompre avec des pensées obsédantes, avec un vécu intolérable. Alors ça, toutes ces façons de rompre, si vous voulez, sont, y compris dans les conduites alimentaires, sont des ruptures qu'il va falloir explorer en termes de gravité pour savoir si oui ou non c'est éventuellement sur le chemin du suicide. Comment est-ce qu'on peut apprécier la gravité de ces conduites de rupture? On peut l'apprécier à travers 5 critères, 5 paramètres qui sont très importants. Le premier paramètre, c'est l'âge d'apparition des premières conduites de rupture. C'est toujours plus grave quand les premières conduites de rupture ont lieu avant l'âge de 15 ans. Donc une fugue à 13 ans, c'est plus grave qu'une fugue à 18 ans. Le deuxième critère, c'est le cumul des différentes formes de coupure. Je suis une jeune fille, je suis en fugue, je me scarifie et je m'enivre avec de la vodka. Je pratique 3 formes de rupture différentes qui sont associées, donc qui forment un critère de gravité. Le troisième critère, c'est l'intensité. C'est pas être un peu ivre, c'est essayer de vraiment s'assommer complètement, se défoncer en allant jusqu'au coma éthylique ou au coma par l'usage de drogue. Et le quatrième paramètre, c'est la répétition. C'est pas un phénomène isolé, c'est pas une fois que ça arrive. La personne obtient un certain soulagement
à travers son acte de rupture, mais très vite elle est rattrapée par sa souffrance et donc elle est obligée de répéter à plusieurs reprises son acte et du coup, d'ailleurs, en augmentant à chaque fois le risque pris. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir que, par exemple, une jeune fille qui avale 10 ou 15 comprimés de Xanax et qui ne met pas sa vie en jeu à travers la toxicité directe de ces médicaments-là, si on ne fait pas attention, si on ne la reconnaît pas comme suicidaire, la fois d'après, elle va augmenter la dose et ainsi de suite, et peut-être changer ensuite de méthode. Et on connaît des cas, malheureusement, où l'entourage a cru qu'elle allait encore avaler des cachets, qu'elle irait en réanimation 24 heures, et en fait, elle a fini par sauter par une fenêtre et se défenestrer, donc, et décéder par défenestration. Donc il ne faut jamais évaluer la gravité d'un acte suicidaire uniquement par la gravité physique prise par la personne. Il faudra toujours essayer, au contraire, de reconnaître sa souffrance pour essayer d'éviter ce quatrième paramètre qui est la répétition. Et puis le cinquième critère, c'est l'inversion par genre, on pourrait l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des conduites de rupture qui sont plus typiquement féminines, celles qui s'en prennent au corps propre, comme la fugue, les scarifications, les troubles des conduites alimentaires, crise de boulimie avec vomissement provoqué par exemple. Toutes ces ruptures corporelles-là sont plutôt caractéristiques des filles, alors que les garçons pratiquent plutôt la rupture en se donnant des coups de poing dans un mur et en se fracturant la main, en s'en prenant au corps, à la peau du corps social. Au lieu de se scarifier, eux, ils scarifient les abribus ou les murs des cités en taguant et en se bagarrant, en multipliant les rixes, les bagarres avec les autres, y compris complètement gratuites. Eh bien, lorsqu'il y a inversion, c'est-à-dire quand les violences sont plutôt auto-centrées au lieu d'être exportées sur les autres, à ce moment-là, c'est un critère de gravité. Donc notamment quand les filles sont violentes avec autrui et quand les garçons sont violents contre eux-mêmes. Évidemment, quand les 5 critères de gravité sont retrouvés, c'est-à-dire la précocité d'apparition, cumul, intensité, répétition et inversion par genre, on a quelqu'un qui est en danger imminent d'acte suicidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étape suivante, quand toutes ces méthodes-là ne réussissent pas à calmer la personne, l'étape future, c'est en finir avec la vie et du coup, malheureusement, imaginer le suicide. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut amener... Est-ce que tout le monde peut être amené à se suicider? Alors c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en tant qu'humain moi-même. Je n'ai pas la réponse fondamentale à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si tout le monde peut se suicider ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes qui vont être plus vulnérables que d'autres. Et donc, accepter de ma part l'idée que je ne détiens pas la clé du suicide, je ne peux pas détecter comme ça si telle ou telle personne pourrait un jour se suicider, j'en suis incapable. Par contre, on peut reconnaître la vulnérabilité de quelqu'un et la vulnérabilité associée à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire par exemple à des conduites de rupture, ça veut dire que là, le risque sera plus important que pour d'autres personnes. Qu'est-ce qui peut être considéré comme des paramètres de vulnérabilité? Évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit, d'ailleurs, tout le monde le pense d'abord comme ça, c'est la dépression. Donc tout le monde est d'accord d'ailleurs sur l'idée que forcément, quand on est très déprimé et qu'on voit tout en noir et qu'on n'a plus de perspective d'avenir, on a l'impression d'être sans issue et la douleur qu'on ressent, qui est une douleur morale très importante, peut amener la personne à malheureusement penser au suicide.
Et c'est un fait que la dépression est évidemment, la maladie dépressive, hein, fortement associée au risque suicidaire. Mais ce n'est pas la seule raison. Et donc, un certain nombre de personnes qui pensent au suicide ne sont pas dépressives au sens psychiatrique du terme. Elles sont peut-être déprimées, elles sont peut-être anxieuses et déprimées, mais pas forcément malades de la dépression. Alors, qui sont ces personnes-là? Ces personnes-là peuvent être des personnes qui ont été traumatisées et qui vont connaître à l'adolescence un conflit intérieur très important entre le traumatisme qu'elles ont subi et les modifications qu'elles ressentent au moment de l'entrée en adolescence. Et l'un de ces paramètres qui est probablement le traumatisme le plus suicidogène qui existe, c'est les violences sexuelles subies dans l'enfance. Il n'y a pas plus suicidogène que ça en termes de traumatisme. Pourquoi ? Sans doute parce que la violence sexuelle subie à l'âge où les représentations ne peuvent pas accepter ce genre de choses, ce genre de violence, se révèle au moment de l'adolescence où le corps devient sexué comme une espèce de salissure intérieure qui est inacceptable et qui amène en effet ces personnes à un niveau de souffrance extrêmement exacerbé et qui peut les conduire à la pensée suicidaire, sans forcément être dépressive. Donc vous voyez, c'est vraiment très très important de savoir que quand on sait qu'un enfant a été victime de violences sexuelles, il faudra absolument un accompagnement pour l'amener à traverser l'adolescence sans avoir ce conflit intérieur qui l'amène à vouloir se nettoyer au point de se séparer de ce corps en trop, de ce corps blessé, de ce corps qui a été sali par les violences sexuelles. Mais ça peut être aussi une autre forme de traumatisme qui a à voir avec l'identité du sujet. Et par exemple, lorsqu'on apprend à l'adolescence que son père n'est pas son père, quand on apprend qu'on a été conçu par un viol, ou bien qu'on nous a caché un certain nombre de choses, des non-dits, des secrets de famille qui touchent à l'identité du sujet, eh bien, ça peut en effet provoquer une mise en vulnérabilité plus importante que pour d'autres personnes, à l'occasion de facteurs déclenchants qui seront, par exemple, une rupture sentimentale, la perte d'un emploi, des difficultés financières. Enfin, les facteurs déclenchants peuvent être tout à fait actuels et matériels, mais il faudra toujours avoir en tête que derrière, il y a donc probablement une fracture identitaire, notamment liée au secret de famille et aux conditions dans lesquelles on a été conçu. Toujours dans le registre de la fracture identitaire, il y a les jeunes gens qui vont avoir énormément de difficultés à assumer une orientation sexuelle différente ou une transidentité, et c'est aujourd'hui un phénomène qui est très d'actualité, puisque vous l'avez appris il y a quelques jours, un drame national où un jeune garçon appelé Lucas a mis fin à ses jours après avoir été harcelé sur son orientation sexuelle. Alors le harcèlement ou le cyberharcèlement va évidemment constituer une épine irritative qui vient attaquer la personne sur une vulnérabilité, en l'occurrence le fait de ne pas pouvoir assumer l'orientation sexuelle différente ou la transidentité.
Comment peut-on, au passage, s'expliquer l'importance aujourd'hui de ces phénomènes de transidentité ou de différence d'orientation sexuelle chez les jeunes? Bien, moi, l'une de mes explications consiste à penser que l'évolution des mentalités évolue avec l'essor des sciences et des techniques, toujours avec un degré de plus. C'est-à-dire, on anticipe toujours ce qui n'est déjà plus de la science-fiction parce que l'essor des sciences et des techniques l'autorise. Alors, j'en viens à cette raison. Au moment où on peut tous imaginer qu'on va pouvoir très prochainement, si ce n'est déjà le cas peut-être dans certains endroits du monde, se reproduire en s'auto-reproduisant à partir de nos propres cellules souches. Auto-engendrement, sans passer par la relation sexuelle. À partir du moment où ce genre de choses n'est plus de l'ordre de la science-fiction, on obtient, si vous voulez, quelque chose d'incroyable, qui est que on peut imaginer que la reproduction sexuée se fasse sans le sexe. À partir de ce moment-là, pourquoi faudrait-il assumer et accepter le genre de naissance qu'on a eu si ça ne sert plus à rien, de toute façon, de savoir qu'on est un garçon ou une fille pour pouvoir avoir des enfants? Je pense que cette liberté nouvelle de la pensée, qui est de se dire, après tout, mon genre et mon orientation sexuelle sont des choix personnels que je peux modifier, et non plus des choses imposées par la nature, parce que sinon je ne pourrais pas avoir d'enfants. Je pense que c'est cette révolution-là, si vous voulez, donne au sujet, en tout cas, l'impression d'une nouvelle liberté qui leur permet de s'en saisir. Et moi, j'ai plusieurs patients qui, maintenant, me disent, voilà, moi, je suis né garçon ou je suis né fille, mais ça ne me convient pas. Je veux changer parce que je me sens autrement. Et donc, ils sont en demande, d'ailleurs, de faire une procédure pour advenir dans l'autre genre. Donc ça, c'est un phénomène qui est en ce moment actuel et qui va être plus ou moins bien assumé par les personnes. Il y a celles qui vont pouvoir l'assumer sans problème et qui ne se font pas attaquer sur ces différences. Et puis, il y a des personnes qui vont se faire attaquer sur ces différences et qui vont avoir du mal à l'assumer. Et ces personnes vont être vulnérables par rapport au risque suicidaire. Encore une autre vibration identitaire, et celle-là, on n'en parle vraiment pas beaucoup, elle est liée au fait que, en tant qu'enfant adopté, on peut avoir été dans des moments de crispation identitaire majeure où il y a à ce moment-là une vulnérabilité suicidaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour prendre l'exemple de la France, actuellement, il y a à peu près 5000 adoptions par an, adoptions plénières, dont 4000 sont des adoptions internationales. Et le hit parade des pays candidats à l'adoption, c'est en général des pays qui ont été très touchés par la famine, la guerre. Où il y a actuellement, par exemple, c'est Haïti, le Vietnam, la Chine. Et la Chine, notamment les filles, quand jusqu'à une époque très récente, le fait de naître fille en Chine était considéré par les familles comme une tare et qu'on abandonnait ces petites filles devant les couvents ou dans les rizières pour s'en débarrasser. Lorsque il y a conflit entre la préhistoire, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on est devenu adoptable, c'est-à-dire maltraité, abandonné, voire lorsqu'on a essayé de tuer l'enfant, cette préhistoire traumatique-là
va avoir du mal à se concilier avec l'histoire adoptive, où elle, par contre, c'est des gens qui, en général, très souvent, les candidats à l'adoption sont des personnes qui ont voulu avoir des enfants, mais n'y sont pas parvenus, et du coup décident d'adopter. Tout va bien se passer dans un premier temps. C'est la lune de miel de l'adoption. Le petit enfant est enfin accueilli, aimé, choyé par une famille, jusqu'à ce qu'il devienne adolescent. Et là, s'il y a conflit entre sa préhistoire et son histoire adoptive, il va entrer en vibration identitaire et il va manifester des conduites de rupture qui peuvent aller jusqu'au suicide, malheureusement, et d'ailleurs même jusqu'au suicide des parents adoptifs. C'est terrible. C'est des situations de très très grande souffrance parce que l'enfant va être en vibration, mais tu n'es pas ma mère, tu n'as rien à me dire, etc. La mère adoptive blessée d'être renvoyée à cette identité-là va elle-même rentrer en vibration et on a comme ça des familles dont on s'occupe où finalement tout le monde autour d'une adoption qui est pourtant légitime, normale et humainement tout à fait à encourager, puisque depuis la nuit des temps, heureusement, on adopte des petits-enfants qui ont besoin d'être aimés. Mais plus ils ont été traumatisés dans leur préhistoire, plus ça va ressurgir au moment de l'adolescence, absolument comme les violences sexuelles. Et donc c'est malheureusement des jeunes gens qui vont être un risque. Et puis il y a évidemment d'autres vibrations identitaires qui relèvent de la maladie. Et en particulier une effroyable maladie qui touche 1% de la population, qui s'appelle la schizophrénie, où le sujet ne peut plus faire un avec lui-même. Il a un trouble identitaire majeur lié à la maladie, qui va malheureusement donc l'amener à certains moments à ne pas pouvoir supporter cette différence, cette porosité à l'autre qui fait que ces gens sont poreux sur le plan relationnel et avec le sentiment qu'on va les intruser ou qu'ils ne peuvent pas supporter d'être mis dans des situations de grande proximité avec autrui. Et ça les amène malheureusement à devenir des candidats au suicide plus importants que la moyenne, puisque on estime qu'un jeune schizophrène a 15 fois plus de risques de se suicider avant l'âge de 35 ans qu'une personne standard. Donc, tout le monde peut sans doute penser au suicide. Peut-être que tout le monde peut passer à l'acte, mais il y a quand même des personnes beaucoup plus vulnérables que d'autres, et ce sont ces personnes particulièrement vulnérables qu'il faut essayer de consolider, de soutenir pour éviter le drame. Et ce qu'il faut avoir en tête, à travers mon expérience, c'est que des personnes ont pu être vulnérables au phénomène suicidaire, avoir même non seulement pensé, mais mis en acte des motions suicidaires et parvenir par un travail ensuite personnel, notamment de type psychothérapique, à réparer leur vulnérabilité et à devenir de véritables résilients qui ne restent plus suicidaires. Et j'ai un certain nombre d'anciennes patientes qui sont devenues des soignants de très bonne qualité, qui ne sont plus du tout dans le risque suicidaire parce qu'elles ont réussi, à travers ces souffrances et la traversée de ces souffrances, à comprendre le sens de leur souffrance, à pouvoir le cicatriser et du coup à devenir des personnes équilibrées et capables d'aider d'autres personnes en danger. Donc on peut se sortir de l'ornière suicidaire. C'est pas une espèce de condamnation qui ferait
penser que quand on a été suicidaire un jour, on serait suicidaire toujours. Ceux qui vont rester suicidaires sont ceux qui ne pourront pas faire ce travail psychologique de prise en compte des raisons de leur souffrance. Quand on ne peut pas voir en face de quoi on souffre, alors on reste malheureusement vulnérable. Quand on accepte de regarder sa souffrance en face et de la travailler avec l'aide d'autrui, avec l'aide notamment de psychologues, mais pas seulement, à travers aussi l'aide de l'entourage. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément faire une psychothérapie au sens où on peut l'entendre, mais qui vont, à travers un travail personnel avec leur entourage, à travers la prise de parole, à travers la reconnaissance de leur propre souffrance, à travers la reconnaissance de la souffrance des autres, qui vont parvenir petit à petit à cicatriser et à sortir de l'ornière suicidaire. Je vous ai un peu endormi ou non, ça va? Est-ce que ça suscite chez vous des questions? Est-ce que mon propos vous interpelle à certains niveaux? Oui? Comment on peut avoir accès à ces personnes? Alors, il y a plusieurs façons. Actuellement, ce qui est d'ailleurs, je trouve, très intéressant, on a de plus en plus de jeunes gens qui nous amènent leurs amis. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, aller voir un psy, c'était considéré comme être fou, être malade mental. Et les jeunes gens refusaient l'idée de manière majoritaire. Ils nous étaient amenés par les parents, souvent contre leur gré au début, avec le sentiment qu'on les forçait à voir un psy, alors que ça a complètement changé aujourd'hui. Les jeunes gens sont plutôt d'accord pour aller voir un psy. Ils voient des séries, ils sont très au courant finalement et ça leur fait pas peur, alors que c'est les parents qu'il faut arriver à convaincre. Et dans les parents, on est obligé de faire la différence entre les mères et les pères. Les mères sont favorables, les pères sont souvent défavorables. Les hommes ont sans doute une pudeur affective telle que tout ce qui touche aux émotions, aux sentiments, aux interrelations, ça leur paraît à la fois compliqué et ça leur enlève quelque chose qu'un professionnel s'occupe de leur enfant. On a beaucoup de mal à faire venir les pères. Les groupes de parents, par exemple, il y a sur 12 personnes, il y a 9 femmes, 9 mères et 3 pères. Et quand on demande pourquoi les messieurs ne viennent pas, les mères nous disent c'est parce qu'ils ont beaucoup de travail. Vous voyez, c'est les arguments qui sont... donc on a du mal à ce que les pères acceptent. Alors c'est vrai que c'est un critère de réussite du travail psychothérapique. Si on a les parents hostiles aux soins, la réussite thérapeutique, elle est compliquée. Il faut qu'on obtienne l'adhésion, l'alliance des parents, sous peine d'avoir beaucoup de mal à travailler avec le jeune. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui nous amènent, donc des mamans notamment, qui nous amènent leur enfant, au début contraints, au début disant vouloir venir pour faire plaisir, pour calmer, pour apaiser leurs parents. Et puis petit à petit, ils vont comprendre que on les juge pas, que l'objectif c'est pas de les juger, mais c'est de les aider au contraire à prendre un peu de champ, un peu de distance par rapport à leur souffrance.
Voilà comment. Alors après, il y a ceux, évidemment, qui arrivent en réanimation ou dans les services de médecine parce qu'ils ont tenté de se suicider et qui sont adressés après par nos collègues. Voilà comment, à peu près... Mais de plus en plus, on a aussi des jeunes qui se saisissent des réseaux sociaux pour trouver eux-mêmes des adresses. Et moi, j'ai presque tous les jours une demande d'un adolescent qui, par les réseaux sociaux, cherche un psy et interroge des psys. Donc, comme ça, est-ce que vous êtes d'accord pour me voir, etc. Ça, c'était vraiment très différent il y a 10 ans. Et c'est devenu encore plus important depuis la crise sanitaire de la Covid, où les jeunes ont été quand même particulièrement touchés par la crise. Alors, vous allez me dire, mais nous aussi, enfin tout le monde, les adultes, oui, on a tous été touchés, mais les jeunes encore plus. Et pour une raison qui a été, je trouve, plutôt mal évaluée par nos instances sanitaires et politiques, en ce sens que, actuellement, si vous voulez, dans notre société, pour grandir, il faut d'abord être soumis à la dépendance à ses parents, puis petit à petit prendre de la distance par rapport à cette dépendance, en se socialisant avec des semblables dès l'école primaire, et arriver en adolescence en ne restant pas isolé et très à distance de ceux dont on est issu, mais en pouvant faire corps avec les semblables pour constituer le corps groupal adolescent. C'est-à-dire qu'un adolescent tout seul, c'est comme une hirondelle toute seule, c'est quelqu'un de malade. Un adolescent ne peut pas rester tout seul. Il a besoin d'être dans un groupe, dans une meilleure amie, des amis, un groupe d'amis, un groupe d'appartenance, enfin peu importe, mais un groupe, un corps groupal. La crise de la Covid, elle a pulvérisé ça. Quand on dit aux gens, chacun reste à 1,50 m, on ne fait plus le corps groupal. Quand on met un masque, et encore une fois, ça ne remet pas en cause la nécessité de faire de pratiquer ces gestes barrières, mais comme le mot l'indique, c'est quand même barrière. Hein. Barrière, ça veut dire empêchement quand même. Et donc, quand on est jeune, qu'on doit rester à 1,50 m des autres, qu'on doit porter un masque, et donc ne plus utiliser que le regard qui est insuffisant pour établir vraiment une connexion avec l'autre. Ça permet une connexion, mais comme vous savez, la bouche, le sourire, l'éclat des dents joue à plein à l'adolescence pour apporter un plus à la relation avec l'autre. Quand on est privé de ça, on est amputé de quelque chose, et quand en plus on ne parle au début de la crise sanitaire que de vacciner les vieux sans du tout parler des jeunes, ou alors en considérant les jeunes comme vecteurs de la maladie et sans parler de les vacciner, ce qui a été quand même vrai jusqu'à fin 2021, ben les jeunes, ils ont souffert plus que d'autres de la crise. Alors, il faut ajouter à ça qu'ils ont très mal vécu, eux, le télétravail. Hein, le fait de plus être avec leurs semblables à l'école et avec leurs professeurs, ça les a également privés de liens et de relations dont ils ont souffert. Et d'autre part, se retrouver à la maison avec les parents sur le dos qui, eux, étaient en télétravail, ça a réalisé des crispations dues à la promiscuité qui ont rendu la vie compliquée, difficile, aussi bien pour les parents que pour les adolescents. Donc la crise sanitaire a gravement touché les jeunes, plus encore que nous. Oui ? Vous avez parlé tout à l'heure de personnes qui ont envie de se suicider, mais de survivre à travers oui. la culpabilité, le souvenir des proches.
Et vous avez parlé de pensée secrète. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de complètement inconscient, cette envie de survivre, ou est-ce que c'est quelque chose de conscient qui est difficilement verbalisé? Oui, c'est inconscient. Et c'est terrible parce que ça explique aussi pourquoi les personnes qui vraiment... Prenons une personne qui est vraiment décidée à se tuer. En tout cas, dans sa tête, elle a cette volonté-là, donc elle veut choisir un mode de suicide radical. L'organisation de son acte, quand il n'est pas impulsif, va être extrêmement théâtrale et spectaculaire, sans que la personne ait conscience que ça vient abonder cette reconnaissance à titre posthume. Par exemple, la jeune va se suicider en sautant d'une fenêtre dans la cour de son collège ou de son lycée au moment de la récréation, pour éclater au sens propre au sol, mais devant tout le monde. Donc, pour en quelque sorte sidérer ceux qui restent, hein, y compris les témoins. Les pendus, on a fait plusieurs études à ce sujet, on les retrouve généralement pendus derrière une porte. Comme si l'objectif c'était que la personne qui va ouvrir la porte tombe nez à nez avec la personne pendue. Comme s'il y avait, donc en plus de se tuer, le désir de sidérer ceux qui restent. Celui qui utilise une arme à feu dans la bouche et qui se tire une balle dans le salon, ben vous imaginez ce que les personnes qui ont... Les pompiers racontent des choses horribles qu'ils sont amenés à trouver. La cervelle partout sur les murs. Retapisser le salon avec sa cervelle, si vous voulez, c'est quand même infliger à ceux qui restent un spectacle terrible, qui est, là encore, extrêmement traumatique. Mais c'est pas dans le but de nuire à ceux qui restent. Vous voyez, ils n'ont pas cette représentation-là. Sauf quand c'est le facteur déclenchant est une cause extérieure interpersonnelle, comme par exemple, je vais mal pour des raisons qui m'appartiennent, parce que dans ma famille ça va pas, parce que j'ai des raisons de ne pas être bien, je suis déprimé, etc. Et mon chef de bureau me prend la tête, me harcèle, joue sur ma faiblesse, joue sur ma vulnérabilité, alors je peux peut-être me suicider dans son bureau ou en sautant de sa fenêtre. Vous voyez ? Pour me venger, en quelque sorte, hein, pour me venger de son harcèlement. Voilà, ça... Mais sinon... c'est des choses qui ne sont pas conscientes et qui... je dis souvent aux jeunes dont je m'occupe que même s'ils n'en ont pas conscience, il y a dans l'acte suicidaire une composante terroriste. En ce sens que, au nom d'une cause, qui est sa souffrance, on s'explose soi-même, mais en répartissant ces débris sur les autres. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas pire pour des parents que de perdre un enfant. De toute façon, c'est le drame absolu. Quand c'est la perte d'un enfant par la maladie, sauf quand on a des raisons de penser que c'est une maladie génétique dont on serait en quelque sorte génétiquement responsable, on sait bien qu'on n'y peut rien. Quand c'est l'accident, là encore, quand on n'a pas donné les clés à quelqu'un qui était ivre, etc., et qu'on n'est pour rien dans l'accident qui s'est passé, bien sûr, la souffrance de la perte est terrible, mais elle est supportable, alors que le décès par suicide n'est pas supportable. On ne peut pas accepter en tant que parent que son enfant saute la vie sans se sentir coupable de ça. C'est ça le problème. Enfin, le problème. La souffrance terrible que ces gens
Et quand on parle du deuil, il faut faire le deuil. Bah oui, mais non. Moi, je suis certains parents depuis des années parce qu'ils peuvent pas y arriver. Ils peuvent pas. Notamment un couple d'enseignants. Un jour, ils rentrent de leur travail, ils retrouvent la maison, porte ouverte, fenêtre ouverte. Et donc, leur première pensée, c'est qu'ils ont été cambriolés. Donc, ils arrivent. Et évidemment, la porte ouverte les conduisent directement dans le jardin. Et au fond du jardin, il y a une balançoire que le papa avait installée. Et ils trouvent leur fille pendue à la balançoire. Ces gens-là vont scier la balançoire pour s'en débarrasser. Mais chaque fois qu'ils rentreront du travail, ils verront la balançoire et leur fille pendue. Ensuite, ils vont vendre la maison. Et dans la nouvelle maison, ils vont halluciner la balançoire dans le salon. Ils sont pollués, ils sont radioactifs par le plutonium que représente le décès par suicide de leur enfant. Et donc ça, c'est sûr que c'est terrible parce que les jeunes gens n'en ont pas conscience. On voit dans les lettres d'adieu, chers parents, je préfère partir, ça sera mieux comme ça, portez-vous bien, on se reverra un jour au paradis. Enfin, et non, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, toutes ces dénégations, ces courriers, ces lettres d'adieu viennent souligner à quel point, en fait, en réalité, le jeune en question se défend d'une pseudo-liberté qui n'est pas une vraie liberté. On n'a pas la vraie liberté de se supprimer sans que ça se pose sur ceux qui restent, quoi. On ne peut pas se défaire de la vie, de la chaîne qui nous relie à nos ascendants, à nos familles, et plus largement aux liens amicaux et sentimentaux qu'on a pu établir. On ne peut pas se défaire de ces liens sans que les autres en paient les frais. C'est ça le truc. Et c'est ça qui fait de l'acte suicidaire quelque chose de terroriste. Mais un terroriste qui s'ignore. Hein. Les gens n'ont pas conscience que ça va infliger des douleurs terribles à ceux qui restent. De ce que vous avez dit, oui. Je vous passe la parole. Ce que vous avez dit, il me semble que la notion dont on parlait autrefois, de tentative de suicide comme appel au secours, j'ai l'impression que c'est une vision qui est obsolète, ou est-ce que c'est toujours valide? Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que non, c'est pas obsolète, mais cet appel au secours, il n'est pas non plus très conscient, quoi. Et ça se joue un peu à l'insu du sujet, quoi. Parce que c'est ça qui est d'ailleurs qui montre que quand même on est des êtres complexes. On va avoir par exemple, vous voyez, une jeune fille qui va vouloir se suicider en avalant des cachets dans sa chambre, mais qui est au moment où elle décide de passer à l'acte tellement troublée, parce que c'est quand même une décision qui est quand même assez terrible, hein, de dire je vais avaler des cachets pour me tuer. Donc elle est tremblante. En allant chercher les médicaments et en défaisant les blisters, elle en fait tomber par terre. Et ensuite, elle va aller s'écrouler dans sa chambre. Et quand la mère va rentrer du travail, elle va immédiatement voir qu'il y a des comprimés dans... Elle va suivre, comme le petit pousset, le trajet des comprimés. Et elle va arriver à temps, grâce à ça, pour sauver sa fille. Est-ce que la fille a voulu semer les médicaments? Ben non, pas consciemment. Mais il n'empêche qu'elle l'a fait. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant. Et pour nous, dans mon métier qui est formidable, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est quand même... On a dans ce qu'on fait des conduites, hein, c'est-à-dire pas seulement des comportements. C'est-à-dire on a des comportements qui nous sont dictés par des émotions dont on n'a pas conscience et qui vont
prendre du sens. Et par exemple, le cas de la jeune fille dont je vous parle, qui va faire un travail psychothérapique après, on va découvrir, et c'est pour ça qu'il faut toujours poser des questions. Il ne faut pas se contenter de dire « elle a avalé des cachets », par exemple. Et notamment quand on est soignant, et je crois que vous allez... enfin, vous l'êtes. Il faudra toujours poser des questions, il faudra toujours se demander « mais c'était quoi comme cachet ?» C'était des cachets bleus. Pourquoi est-ce que tu as avalé des cachets bleus? Parce que bleu, c'est le blues, et c'est le bleu que j'ai au cœur, que j'ai à l'âme. Ok. À qui appartenaient ces cachets bleus? À mon père. Pour quelle raison prenait-il des cachets bleus? Parce qu'il était malade du cœur. Et on voit que tout un faisceau de motions plus ou moins conscientes ont participé à l'acte suicidaire. Car la jeune fille va se rappeler que le jour où son père est parti, a quitté la maison pour se séparer de sa mère, et qu'il a laissé ses cachets à la maison, elle s'est demandé pourquoi. Et d'ailleurs, finalement, c'est presque comme s'il avait voulu le rappeler à elle, en avalant ses comprimés. Enfin, vous voyez un peu. Mais tout ça, ça va être décanté dans le travail psychothérapique. Sur le coup, elle ne sait pas ça. Elle a pris les comprimés bleus parce qu'elle pensait que ça allait la tuer, et c'était bleu, elle avait choisi que ça allait être cette couleur. Elle n'avait conscience que de ça. Et en fait, elle a fait plein d'autres choses en même temps. Elle a donc eu une véritable conduite. Elle a exprimé un certain nombre de comportements qui y ont pris un sens a posteriori. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment. Alors, on avait une question au fond d'abord, je vous donne ensuite la parole. Oui, vous parliez tout à l'heure des personnes schizophrènes. Les personnes qui sont bipolaires, donc qui ont deux aspects, dans le positif, si on peut dire, le négatif, et évidemment, elles passent à l'acte dans ce côté négatif. Il est difficile d'anticiper, de prévoir, d'autant plus qu'il se dit que cette maladie-là a un côté héréditaire aussi. Donc, qu'est-ce qui peut se faire quand une personne est bipolaire, vraiment? Alors, votre question est très intéressante. Alors, il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, on a tendance à abuser du terme bipolaire. Et on parle de bipolaire à propos de fluctuations de l'humeur, alors que tout le monde a des fluctuations de l'humeur. On a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Donc là où il y a du risque suicidaire, c'est dans la vraie bipolarité. C'est-à-dire quand les personnes sont atteintes d'une maladie qui fait qu'elles connaissent des épisodes graves où soit elles sont au fond du trou et elles sont dans une dépression très profonde, soit elles sont dans une exaltation de l'humeur, mais tout à fait anormale, et qui frappe l'entourage par son caractère absolument bizarre et totalement pas adapté. La vraie bipolarité, c'est ça. Alors après, avec des variations, il y a des bipolarités à option plutôt toujours à multiplier les épisodes dépressifs, d'autres où c'est plus des épisodes qu'on appelle maniaques, au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire d'exaltation majeure. Donc voilà, la vraie bipolarité est à diagnostiquer et ensuite à traiter comme la dépression, en fait. Voilà, ça fait partie du même champ. Mais c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à croire que la fluctuation de l'humeur, c'est de la bipolarité. Non. Et ce qui est, encore une fois, très étrange, c'est qu'on peut avoir envie de se suicider sans être déprimé. C'est ça qui est terrible. Personnes, par exemple, très anxieuses, qui ont les facteurs de vulnérabilité dont on a pu parler, qui vont penser au suicide, alors que sur le plan de la dépression, non, elles n'ont pas, d'ailleurs, elles n'ont pas les protections de la maladie dépressive. Parce que vous savez que l'organisme fait quand même les choses souvent pour
économiser et pour aller dans le sens de la vie. Le vrai dépressif, quand il est complètement déprimé, il est paralysé par sa dépression. C'est ce qui l'empêche de passer à l'acte souvent. Il reste inhibé dans l'incapacité de passer à l'acte. Il est au fond du trou. Il reste au lit, il ne veut plus se laver, il ne veut plus manger. Alors chez les jeunes, c'est un peu différent parce que les jeunes, eux, ont moins cette inhibition comportementale et ils ont un autre paramètre dont je ne vous ai pas parlé mais qui est très important, c'est qu'à cause des hormones sexuelles, ils ont une impulsivité qui les amène à passer plus facilement à l'acte que les adultes. Et donc là, quand ils ont un facteur précipitant qui devient intense, ils peuvent sauter par la fenêtre, se jeter sous un train, passer à l'acte plus facilement. Et c'est pour ça qu'on dit, à juste titre, que quand il y a des armes à la maison, il ne faut surtout pas que les munitions soient mises à côté des armes, parce que c'est extrêmement dangereux avec des adolescents impulsifs. Question ici. C'était où? Oui, bonjour. Je voulais juste faire une toute petite précision concernant les enfants. Vous disiez tout à l'heure qu'il peut y avoir des tendances suicidaires chez les tout petits à partir de 5 ans. Et je peux le confirmer puisque je suis psychologue. Je fais le suivi des enfants de tous âges. Et je voulais juste faire une petite précision que, effectivement, quand un enfant il parle de suicide, quand il a envie, il ne va pas dire clairement « je vais me suicider ». Et ce mot, il est rare, néanmoins, dans l'expérience que j'ai. Et ils disent souvent qu'ils veulent mourir. Donc, je crois qu'il est super important de ne pas banaliser ces mots. Parce que même si il n'est pas capable tout à fait de passer à l'acte, et encore, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se suicident, qui passent à l'acte. J'ai entendu beaucoup de parents dire « non, mais vous savez, il dit n'importe quoi ». Donc, ils vont banaliser. Et je suis persuadée que ce genre de banalisation peut les amener au danger. Peut-être ils ne vont pas se suicider, mais ça voulait dire qu'il y a quand même une énorme souffrance qu'il ne faut pas nier. Il faut vraiment voir ça en face. Et je rejoins un peu ce que vous disiez au niveau des papas. Notamment les papas, ils ont du mal à venir en consultation pour faire face à les situations de souffrance de leur enfant ou leur adolescent. Notamment, je me suis aperçue également qu'il y a une notion de culpabilité terrible. C'est-à-dire comment c'est possible que ma fille ou mon fils, il a eu mal, si j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Entre nous, le côté matériel. Donc, du coup, il y a tous ces éléments qu'il faudrait vraiment prendre en compte. À chaque fois qu'on est face à un enfant qui va dire « j'ai envie de mourir », il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Parce qu'il y a un message que l'enfant il essaye de faire passer. Voilà, c'est un peu une petite précision. Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'effet de la crise du Covid ou de la Covid sur les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une conjonction avec, dans la plainte que vous accueillez de leur part, avec le fait qu'il y a la crise climatique, et puis il y a la guerre, et puis le politique, on ne peut pas leur faire confiance, et le capitalisme détruit la planète, etc. Est-ce qu'il y a cette conjonction de tous ces événements-là aussi qui aggrave ce sentiment que le monde n'a pas de sens et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue finalement? Est-ce que c'est ça, c'est prégnant aussi actuellement? C'est intéressant, oui, ce que vous dites. Bon, ce que la conjoncture actuelle nous amène, incontestablement, c'est une augmentation très importante du niveau d'anxiété générale de la population, quel que soit son âge. Nous sommes tous plus anxieux en ce moment qu'il y a 15 ans. Et on a des raisons de l'être, en vrai. Hein. Donc, que ce soit l'inflation, que ce soit la crise climatique, que ce soit la guerre en Ukraine, et tout ça, et nous fait
Imaginez qu'on va peut-être connaître, ou que nos enfants vont connaître, des troubles très graves. Donc notre niveau d'anxiété a augmenté. Ce qui va polluer les jeunes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas seulement cette anxiété-là qu'ils partagent eux aussi. C'est lorsqu'ils vont avoir le sentiment que leurs ascendants, les adultes qui les ont en charge, ont perdu, eux, tout espoir pour eux, c'est-à-dire ne croient plus en leur projet. Si, je sais pas, votre fille dit « moi je veux être danseuse », oh ben, ma pauvre fille, n'importe quoi, tu te rends pas compte, tu seras pas danseuse jamais, puisque il va plus y avoir la retraite, enfin, les réponses, vous voyez. Si on dit ça aux jeunes, on les torpille. C'est-à-dire, si on torpille leur projection, eux, ça peut les mettre en tension. Parce que ce qu'on observe, c'est que les jeunes, aujourd'hui, sont plus anxieux comme tout le monde, mais eux, ils ne sont pas déprimés. Probablement grâce à leur jeunesse. Enfin, ils ne se disent pas, bah, tout est cuit. Ils se disent, j'ai envie de faire ci, ou je vais plutôt faire ça. Et, alors, ils savent, ils ont compris qu'ils allaient sans doute connaître des conditions de vie différentes. Il faut qu'ils soient mobiles, il faut qu'ils soient agiles, il faut qu'ils soient capables de s'adapter à des changements. Ça, ils l'ont bien compris. Mais en soi, ils ne sont pas plus déprimés que la moyenne. Par contre, si on leur grille toutes les possibilités, une maman qui disait à sa fille, ma pauvre chérie, quand tu auras des enfants, ils ne connaîtront jamais les poissons. Bonjour l'avenir, si vous voulez. Vous voyez ? Donc, quand on ne croit plus en rien, quand on ne croit plus en eux, et quand on ne croit plus à leur projet, quel qu'il soit, là, on commet des erreurs. Et en particulier, lorsqu'on continue, et ça c'est l'anxiété parentale au moment du Parcoursup et de tous ces choix, et en ce moment, les parents sous pression, comme vous le savez, lorsqu'ils ont la conviction qu'il faut plutôt faire des maths, parce que sinon, si on ne fait pas de maths, on ne réussira jamais dans la vie, ce qui est battu en brèche par tout ce qu'on peut penser de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Hein. C'est pas du tout certain qu'il faille faire des maths pour s'en sortir dans les années qui viennent. Hein. Peut-être il vaut mieux être saltimbanque. Peut-être il vaut mieux faire ça. Il vaut mieux faire jongleur que mathématicien, peut-être. Parce qu'on va peut-être connaître un monde différent où les gens vont avoir besoin de se soulager par l'art, par des visions, des représentations artistiques live, comme on dit, donc en présentiel, comme on dit aussi, et pas virtuel, et pas seulement avec des images, et pas seulement avec des écrans. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on assiste un petit peu maintenant en période de post-Covid. On voit bien que les gens sont encore frileux parce qu'ils ont peur d'attraper encore le Covid. Mais par exemple, vous voyez, les petits théâtres recommencent à avoir du succès. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin. On ne va pas pouvoir se contenter de regarder des séries sur des écrans. C'est sûr que non. La relation interhumaine est indispensable et non remplaçable. Donc, votre enfant veut faire de la batterie ou de la guitare ou de la philo, être chanteur ou saltimbanque. Pourquoi pas, à partir du moment où c'est un vrai projet et pas une phrase en l'air. Question. Merci docteur pour votre présentation. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, les parents, la famille sont un peu en fait à la fois l'antidote et le poison selon les circonstances et selon la situation. Je sais bien qu'on ne peut pas répondre à cette question très compliquée, mais en tant que parent, peut-être vous-même, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des parents aujourd'hui face à un jeune en détresse, au-delà de ce que vous venez de dire? Effectivement, on est nous-mêmes porteurs d'anxiété et d'angoisse, mais
En quelques mots simples, quelle est la solution, même si on sait que c'est un rôle difficile? La solution, c'est justement de ne pas empoisonner ses enfants. Et qu'est-ce qui pourrait amener des parents à empoisonner leur enfant? Soit en mettant du poison dans leur soupe, bon, mais on peut penser que c'est relativement rare et pathologique, mais on peut empoisonner ses enfants en se battant avec celui ou celle avec qui on l'a conçu et en utilisant cet enfant comme objet du conflit. Ça, c'est un poison. Et aujourd'hui, on sait par exemple que la souffrance des jeunes n'est pas liée au fait que leurs parents ne sont plus ensemble. Les enfants sont capables de supporter que leurs parents se séparent, y compris que leurs parents se désaiment. Mais ce qu'ils vont avoir du mal à supporter, c'est d'être objet, enjeu de la relation. Alors ça, c'est du poison. L'autre poison, c'est les relations sexuelles, c'est-à-dire c'est polluer son enfant en pratiquant des actes incestuels ou incestueux avec lui. Ça, c'est un vrai poison, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais vous voyez, la plupart des parents ne cherchent pas du tout à empoisonner leur enfant. Mais il faut qu'ils aient conscience de ce qui est absolument déterminant pour préserver la relation avec leur enfant. Et préserver la relation, c'est pas le transformer en enjeu, en témoin, en complice. Vous voyez, quand un parent utilise l'enfant contre l'autre parent, tout ça c'est extrêmement mauvais. Et très toxique du coup. Donc ça c'est du poison. Mais sinon, la très grande majorité des parents aiment leurs enfants, simplement ils n'ont pas conscience que la souffrance de leur enfant doit en effet être reconnue et prise en compte, et qu'elle n'est pas forcément liée à eux. Pas du tout. Beaucoup de jeunes gens vont mal, pas parce qu'ils ont des mauvais parents, mais parce qu'ils ont des raisons personnelles à être mal. Et ce qu'on va demander à leurs parents, c'est d'avoir le courage de s'en apercevoir, ou s'ils ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont aveuglés par l'amour qu'ils portent à leur enfant, d'au moins écouter les autres adultes qui vont témoigner et leur dire de faire attention. Et c'est ça qu'on peut conseiller aux parents, de bien écouter ce que l'infirmière scolaire, la CPE, le psy, l'infirmière va dire quand, notamment comme le disait cette dame, un enfant dit qu'il a envie de mourir, que le professionnel dise aux parents, vous savez, là, votre enfant n'arrête pas de dire ça, même il fait des dessins comme ça, en disant qu'il veut mourir. Il faut prendre ça en compte, il faut qu'il soit vu par quelqu'un. Vous voyez ? Mais la plupart des parents ne sont pas coupables. Hein. Ils sont malheureux, ils sont pris en otage par la souffrance de leur enfant. Il faut qu'on s'occupe d'eux aussi. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des différences au niveau mondial de l'incidence du suicide? Je pense notamment aux pays développés et un peu moins développés. Et si oui, il y a des grosses différences, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences? Alors c'est compliqué parce que ce qui est déjà premièrement compliqué, c'est les moyens de faire les statistiques. C'est-à-dire que les pays dits développés ont des outils statistiques et des organismes qui recensent les causes médicales de décès, en France, en Europe. Donc on sait qu'il y a une sous-estimation des chiffres parce qu'il y a des morts, des décès qui ne sont pas attribués au suicide alors que en fait, ça devrait l'être. Mais bon, la sous-estimation ne va pas dépasser 25%. Bon, ça ne va pas non plus être des chiffres absolument inconcevables. Puisqu'actuellement, si vous voulez, il y a à peu près, on déplore à peu près 10 000 décès par suicide par an dans notre pays. Donc les pays dits développés
ont des outils statistiques et donc des modes de recensement, les pays émergents n'ont pas toujours la possibilité de faire ces statistiques ou pas la volonté politique de les établir. Par exemple, on n'est pas du tout en mesure de savoir quels sont les chiffres du suicide en Chine. Par contre, on a des collègues chinois qui reconnaissent que dans la province de temps, il y a eu... voilà, mais ça reste hyper localisé parce que le pouvoir politique refuse de l'admettre. Je pense que c'est pareil en Russie, c'est pareil en Inde et en Afrique. C'est faute d'outils statistiques, donc il n'y a pas une comptabilité. Alors ça, c'est d'une part. Hein. Après, d'autre part, il y a une autre chose qui joue en dehors du chiffre, c'est le degré de solidarité de la communauté. C'est-à-dire que plus une communauté est solidaire, plus les vulnérables vont pouvoir obtenir de l'aide. Plus la société est hyper égoïste, égocentrée et éclatée, plus du tout solidaire, ce qui est malheureusement un peu le cas de nos pays dits développés. C'est pour ça que je m'applique à dire dits développés, parce que ce n'est pas forcément un bon développement. Alors là, il y a danger. Quand chacun est laissé livré à lui-même. Vous voyez, c'est l'image terrible, là, pour nous, provinciaux, quand on monte à Paris et qu'on va dans le métro et qu'on voit les gens, mais on a l'impression que tout le monde est transparent, quoi. C'est incroyable. Les gens se croisent comme s'ils ne se voyaient pas, comme s'il n'y avait pas l'autre. C'est caricatural par rapport à nous. On peut encore se dire bonjour dans la rue, si vous voulez, à Langon, je pense, hein. Mais cette espèce de société où tout le monde passe, s'assoit les uns à côté des autres sans s'adresser la parole, sans se saluer, sans manifester la moindre empathie, bah, ça réduit l'autre à rien, quoi. Et donc, quand on est en grande vulnérabilité, ça isole encore plus. Donc je pense qu'il y a aussi ce facteur-là qui joue énormément. Nos sociétés dites de consommation sont des sociétés égocentrées qui font peser sur chaque individu un peu le poids de « débrouille-toi », quoi. C'est toi qui vois. On a encore le temps pour quelques questions. Oui. Et puis il y a une dame au fond. Oui, ce que vous dites là, ça m'évoque en fait l'isolement des personnes âgées à domicile ou en EHPAD, puisque je ne connais pas les statistiques, mais je pense que... Bien sûr. Les taux de suicide sont très, très importants, les décès par suicide chez les personnes âgées. Et on sait en effet que l'isolement, le fait de perdre tout, si vous voulez, c'est des choses qui jouent malheureusement un rôle terrible. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, dans les personnes âgées qui se tuent, il y a aussi celles qui vont se tuer sans être comptabilisées dans la catégorie suicidaire. Par exemple, une dame âgée vit en bordure d'une route nationale et son chien s'est fait écraser. Elle n'avait plus que son chien. Elle va se faire écraser elle aussi. Mais ça va être un accident de la route. Vous voyez ? Parce qu'on n'aura pas de preuve qu'elle a voulu se tuer. Elle n'a pas laissé de lettre d'adieu, donc c'est un accident. Alors qu'en fait, elle s'est suicidée. Vous voyez ? Donc ça existe. Hein. Les fugueurs, d'ailleurs, les fugueurs de maisons de retraite ou d'EHPAD, à qui il arrive un accident, c'est généralement, là encore, sujet à caution. Oui, madame ? Oui, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est parce qu'il y a de plus en plus, on dit, de mal-être, d'appels au secours, de tentatives de suicide. Excusez-moi, mais quand je vois le nombre qu'on est aujourd'hui, la publicité qu'on a fait, on a interpellé les écoles, toutes les écoles, je ne sais combien de kilomètres à la ronde, les pompiers, mais je me dis, mais où sont les personnes concernées ou le personnel enseignant? Bon, il y en a quelques-uns, mais les gens qui sont quand même, je veux dire, au plus proche des gens qui peuvent être en difficulté. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sentent pas plus concernés que ça?
Oui, c'est une bonne question. Alors, bon, la première réponse qu'on peut faire, c'est que le premier mécanisme de défense qu'on a contre la souffrance, c'est l'évitement. Donc si on a l'impression d'avoir un peu des soucis à la maison, si on a l'impression que tout ne va pas bien avec son enfant, qu'on est même peut-être en difficulté, aller s'exposer devant d'autres gens pour aller voir le docteur Pomereau parler du suicide, ça peut, malheureusement à tort, mais ça peut être pour eux comme une révélation qu'ils ne voudraient pas faire connaître. Vous voyez, il y a des gens qui pensent ça, que si on va à une conférence sur le bien-être, c'est bien. Mais quand on va à une conférence sur le mal-être, bah, ça veut dire qu'on est soi-même ça voudrait dire qu'on est soi-même en mal-être. Vous voyez, il y a cette peur-là. Alors, c'est un souci, parce que je l'ai vécu moi-même à travers mes livres, si vous voulez. Je me suis rendu compte que quand le titre est trop grave, trop négatif, ça fait peur aux gens. Attends. Ah oui, attends. Prends le micro. Oui, bonjour. Je suis l'épouse de Xavier et quand tu as sorti le livre « Quand l'adolescent va mal », des voisins sont venus me demander, on a un fils, on a 2 filles et un fils, mais votre fils, il va pas bien, parce que le titre du livre a été pris comme... une sorte de révélation que j'avais moi-même des problèmes avec mes enfants, vous voyez. Donc tout ça, c'est un peu normal, c'est la peur. Vous savez, c'est ce qui est terrible, d'ailleurs, chez les humains. C'est ce mélange que nous avons d'évitement et en même temps de curiosité dite malsaine, mais qui est humaine. Par exemple, on est sur l'autoroute, il y a un accident, on ralentit tous et on regarde. Et si jamais on voit une poupée sur le sol, une trace de sang, une chaussure de bébé, alors on va être là à se dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est affreux, c'est horrible ». Sous-entendu, heureusement que ce n'est pas à nous que c'est arrivé. Vous voyez ? C'est une défense humaine. Il ne faut pas dire ces gens-là, ils font n'importe quoi. Ils sont humains. On est des humains. Alors il y a cette curiosité-là quand on voit un drame et qu'on se dit « Ouf, heureusement, c'est pas à moi ». Et puis il y a après l'évitement. Alors après il y a aussi d'autres raisons qui font qu'on est un samedi de début des vacances, que les gens là sur le trajet en venant de Bordeaux, il y a énormément de circulation. C'est-à-dire que les gens vont beaucoup à la montagne parce qu'il y a de la neige aussi. Enfin, vous voyez, il y a aussi d'autres paramètres qui font qu'on préfère aller à la montagne, au ski, que d'aller écouter une conférence sur le suicide. Bon. Mais vous avez raison. Il y a quelque chose à réfléchir et c'est pour ça que ce que j'ai observé, ce que je veux d'ailleurs dire pour nos organisateurs de cette journée, qui est par contre très bien organisée, c'est peut-être d'en tirer justement quelque chose et de se dire que peut-être qu'il faudra aller agir sur un collège ou sur un lycée pour rencontrer des jeunes et parler avec eux de qu'est-ce que c'est que le mal-être, comment on fait quand on a un ami qui va pas bien, etc. Et on s'aperçoit qu'on obtient beaucoup plus là de contact lorsqu'on va vers les jeunes en leur posant des questions, sans leur asséner des choses terribles, mais en les amenant à réfléchir sur ces sujets. Ça marche très très bien. Quand j'interviens dans des établissements scolaires, il y a des adolescents qui osent dire j'ai un ami qui va mal, comment je peux l'aider, etc. Enfin, qui sont en recherche de solutions. Mais c'est vrai que oui, il y a un évitement souvent. Les gens préféreraient une conférence sur la résilience, si vous voulez, par exemple. Vous voyez ? C'est sûr.
Bonjour. Vous me fournissez le pont de... Ce n'est pas une question que je poserai, c'est un témoignage. Et quand je dis vous me fournissez le pont dans le sens, on va dire, du tabou suicide, puisque c'était un peu de cet ordre-là. Mon jeune frère s'est suicidé, s'est envolé du 7e étage à Paris. C'est le cas de la jeune fille dont vous avez parlé, dans la cour de l'immeuble, de la résidence. Il avait 52 ans, donc ce n'est pas dans la thématique, ce n'était pas un adolescent. Je n'ai pas l'habitude de prendre, je voudrais dire aussi en préalable, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole devant un groupe sur mes questions d'histoire familiale. J'ai plus l'habitude de travailler individuellement sur ces questions-là, que je travaille depuis longtemps. Ce que je voulais juste dire, le juste, de quel juste s'agit-il? C'est que, pas à l'adolescence, mais à 26 ans, puisque quand il est décédé, ma mère est décédée en 2017, nous sommes juste 2 enfants, lui et moi. Mon père a 90 ans. Et donc, c'est moi qui ai réglé toutes les questions administratives et ma fille qui habitait Paris. Enfin, et donc, j'ai eu les dossiers financiers, médicaux de Pascal qui avait tout laissé. Et je me suis rendu compte qu'à l'âge de 26 ans, 25 ans, il était encore universitaire à Toulouse. Il était juriste. C'est quelqu'un qui avait fait des études, qui était juriste. C'est quelqu'un qui faisait du sport, qui voyageait beaucoup dès qu'il ne travaillait pas. Il avait besoin d'ailleurs. Et à l'âge de 25-26 ans, je découvre une attestation d'un neuropsychiatre qui atteste de troubles dysthémiques à évolution. Certainement d'origine de l'un des 2 parents, dont je tairai lequel qu'importe pour vous. Il y avait donc des antécédents et dont je n'en avais pas conscience parce que dans l'histoire familiale, j'ai joué beaucoup la grande sœur. Nous avons 10 ans de différence et plus que la grande sœur. Un père avec son histoire familiale à lui et beaucoup de souvenirs de guerre en ce qui concerne mon père, l'exil par exemple, une 2e guerre. Ma mère avec son histoire à elle, très anxieuse. Et par rapport à mon frère adolescent, ce que je savais, c'est qu'il y avait des troubles identitaires qui, a posteriori, après le décès, le mardi 13 juin 2022, c'est comme si c'était hier. Je dis 2023, c'est un lapsus. Pour moi, c'est comme si c'était hier, même si ça fait 6 mois que je travaille et que j'écris. Et donc, juste pour souligner qu'il y avait des conditions de vulnérabilité, comme vous dites, des troubles identitaires forts, liés à une histoire familiale forte, à un déni des parents à l'adolescence, de voir certainement la souffrance, et que moi je ne pouvais pas voir parce que du fait de la différence d'âge, j'étais déjà partie de la maison familiale pour des études universitaires à Toulouse et à Paris après. Et donc, souligner l'accompagnement, bien sûr, parental, ce que peut
Parce que mon père était dans le déni, comme je l'ai dit, et ma mère était tellement anxieuse qu'elle savait bien cette attestation de neuropsychiatre, de troubles systémiques. Mais elle en avait peur elle-même, je l'ai compris après coup. Donc, on met un voile sur ce qui fait mal. On ne veut pas voir, on évite, vous parlez d'évitement, de fuite, le déni. Le déni du père et de la mère pour leurs propres raisons, de leur propre histoire individuelle et familiale. Et de ce qui fait mal d'un fils qui était si désiré et sur lequel mon père et ma mère avaient énormément projeté. D'autant plus qu'il y avait, je l'ai découvert, enfin, il y a un problème de filiation des hommes dans cette famille-là, pour des questions de guerre notamment. Donc tout cela, et d'ailleurs, ce n'est pas le premier suicide dans la famille. Donc je veux juste souligner pour les gens qui sont là l'importance de l'histoire familiale, l'importance du regard des parents. Et quand je parle de regard, j'utilise ce mot qui est un peu d'une terminologie très vague, qui n'est pas psychologique, si on peut dire. Parce que quand on parle de regard, il ne s'agit pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu tellement, depuis 20 ou 30 ans, la vulgarisation de la psychologie, qu'on peut voir des traumatismes partout. Il y a traumatisme et traumatisme. Donc ce que je veux dire, c'est que le regard des parents, il doit être... c'est pas une injonction, mais ce doit être un regard objectif. Mais pour ça, il faut avoir fait soi-même son propre travail. Est-ce qu'on le peut ou pas? Et si on ne le peut pas, et vous êtes là pour l'incarner, au moins avoir affaire à des professionnels. Et évidemment, mon frère a continué à cheminer, heureusement jusqu'à 52 ans, finalement il a pu jusqu'à 52 ans, mais il ne voulait pas prendre de médicaments, j'en ai souvent parlé avec lui, encore moins aller voir des psychothérapeutes, ce que j'ai fait longtemps, moi. Il me disait, je lis de la philosophie. Je ne suis pas sûre que la philosophie lui ait beaucoup servi. Voilà, j'enfonce une porte ouverte dans mon témoignage, en ce sens que je suis en train seulement de corroborer le fait de la nécessité de l'accompagnement parental. Et si on se sent un peu fragile, mais encore faut-il avoir sa propre objectivité de fragilité en tant que parent, à ce moment-là, faire confiance aux tiers. Je parle pour les adolescents, puisque Pascal, on est bien d'accord, parce que, encore une fois, Pascal n'a jamais voulu prendre de médicaments. Et j'ai eu son médecin, pourtant, qui était, évidemment, il me l'a dit, déontologiquement, sous l'effet de la confidence. Enfin, finalement, nous avons discuté 3/4 d'heure ensemble au téléphone, après le suicide de mon frère. Et évidemment, il m'a dit ce que je savais. Pascal ne voulait pas prendre de médicaments, Pascal ne voulait pas aller voir de psychologue, de psychiatre. Pascal a fait son chemin jusqu'à 52 ans. Et finalement, si j'ai pris la parole, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Et merci pour les adolescents dont vous êtes en charge, parents ou professionnels. Merci de votre témoignage. Merci de m'avoir écouté. Vous voulez répondre? Non? Pas de réponse. D'accord. Bien, on a atteint l'heure de la pause, hein, de toute façon. Peut-être j'avais une toute dernière question rapide. Il y a quelques années aussi, on parlait des certains médicaments qui paradoxalement favorisaient le passage à l'acte. Alors que c'était des médicaments justement pour traiter la dépression. Est-ce que c'est mieux connu aujourd'hui, mieux maîtrisé? Oui, enfin mieux connu, non. Dans les mécanismes intimes de ces médicaments, non, c'est pas clair. Par exemple, pourquoi le Roaccutane, qui est un médicament contre l'acné, peut être associé à un risque suicidaire plus important?
pourquoi certains antidépresseurs suscitent davantage d'actes suicidaires. Alors c'est compliqué toujours, encore une fois sur le plan statistique, si vous voulez, d'avoir un recul suffisant, mais ce qu'on peut en gros dire, c'est que tout médicament qui risquerait de favoriser l'impulsivité chez un jeune est dangereux. Et que de toute façon, donner des anxiolytiques ou des antidépresseurs à un adolescent qui n'a pas de maladie, qui n'a pas de raison fondamentale de prendre ces médicaments, c'est pas une bonne idée. De lui donner finalement une clé qui va peut-être lui donner envie lorsqu'il se sent pas bien, d'en avaler un grand nombre. Moi, je suis très réticent, réservé quant aux prescriptions de médicaments chez les jeunes, sauf quand vraiment on peut argumenter de la nécessité de la prise de ce médicament. Mais sinon, on s'aperçoit que le travail psychothérapique n'a pas besoin de médicaments, normalement. Et les jeunes peuvent très bien travailler sur eux sans prendre des anxiolytiques. Alors qu'on est aussi dans une société de l'apaisement miracle, instantané, ça va pas, on prend un Xanax, on va passer un entretien, on prend un bêta-bloquant. C'est la société de la facilité, mais c'est évidemment jamais bon de compter sur un médicament pour arriver à supporter la relation avec l'autre. Merci beaucoup, Dr Pomeroy. Merci à vous.